c'est un cours obligatoire de gestion des opérations. Puis, dans ce cours, on voit la planification de la production. Puis, dans les exercices traditionnels, on a vraiment une photo, un portrait des opérations d'entreprise. Quelles sont les prévisions, les commandes qui ont déjà été lancées, etc. Donc, on doit prendre des décisions sur le nombre d'employés dont on a besoin, les lancements de production, etc. Donc, on avait la perception que dans un simulateur, on pourrait reproduire quelque chose qui était plus près de la réalité, puis qu'on pouvait aller plus loin dans les apprentissages. Donc, au lieu d'avoir une photo, on voulait projeter un film, puis voir si les gens allaient s'ajuster. Parce que c'est un enchaînement de décisions plutôt qu'une décision, puis on la tient pendant 6 semaines de suite. Je pense que notre curiosité faisait en sorte qu'on voulait vraiment voir si notre simulation avait un impact. Et pour ce faire, on trouvait ça nécessaire de ramasser des données, de regarder comment ça fonctionnait. Puis, on avait aussi en tête d'améliorer le simulateur. Parce qu'en utilisant puis en voyant les séquences de décisions, en voyant ce qui était bien compris, moins bien compris, puis je dois dire, en comprenant que toutes les décisions des étudiants, on allait les voir et qu'on allait pouvoir les interpréter, ça nous permettait vraiment de creuser ce qui se passait dans la tête des étudiants, ce qui était bien compris ou non. En regardant dans la littérature, notamment en médecine, on a compris qu'on pouvait analyser la simulation et ce que nous avons fait, c'est qu'on avait placé la simulation après l'examen et la correction de l'examen en classe. Donc, on pouvait être porté à croire que tout ce qui avait été acquis était maîtrisé selon la méthode traditionnelle. Puis, pendant la simulation, on a comparé les erreurs pendant la simulation. Donc, l'idée est la suivante, c'est que si les erreurs sont distribuées de façon uniforme, il n'y a pas eu de changement dans le processus décisionnel, il n'y a pas d'éléments nouveaux dans la façon de faire. Par contre, s'il y a des erreurs nombreuses au début, puis de moins en moins nombreuses vers la fin, bien là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête des étudiants. Et c'est ça qu'on a utilisé comme méthodologie. On était heureux de voir qu'il y avait un impact à certains égards. Puis, quand on prenait un peu de recul, on comprenait pourquoi la simulation avait été un atout. Par contre, dans le simulateur, à la semaine 3, j'ai fait une erreur de calcul, j'ai pas assez d'employés pour faire l'assemblage intermédiaire. Bien, à la semaine suivante, quand je veux faire l'assemblage final, il m'en manque. Et ça, les étudiants, on le voyait, étaient déroutés par cela. Donc, c'est ce que j'appelle une erreur de second niveau, c'est de prendre pour acquis que quelque chose s'est bien passé, alors que c'est pas le cas. Et donc, est-ce que c'est des erreurs d'inattention? Peut-être, mais c'est aussi le fait que l'étudiant est habitué d'être dans une photo, de l'analyser, alors que là, on est dans un film et constamment, on doit s'ajuster. Alors, ça reproduit vraiment ce qui est plus semblable à la réalité. Et là, on était très heureux de voir que les erreurs étaient assez nombreuses au début, puis s'estompaient au fur et à mesure de la simulation. Et donc, qu'il y avait eu un impact. Dans mon enseignement, même si dans d'autres cours, je n'ai pas accès à un simulateur, je suis maintenant plus conscient que l'aspect dynamique est peut-être quelque chose qui peut passer inaperçu. Donc, même dans les exercices plus traditionnels, je vais peut-être insérer une deuxième ou une troisième question en essayant de répliquer cet élément dynamique. C'est-à-dire, en A, faites les calculs. En B, ça ne s'est pas exactement passé comme vous pensiez. Le fournisseur a livré en retard. Comment réorganisez-vous la production? La deuxième chose, je dirais, d'un point de vue personnel, j'ai tellement eu de plaisir à construire, analyser, que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, j'aimerais combiner le volet recherche et enseignement pédagogie dans la vie. Et donc, j'ai toujours eu ce souci-là, quand je fais des innovations pédagogiques, comment avoir des données, comment transformer en un article, puis comment le faire de façon rigoureuse. Du côté de la recherche, cette problématique de ne pas pouvoir utiliser la méthode ultra rigoureuse là, des compagnies pharmaceutiques, fait en sorte que beaucoup de professeurs ont ce défi-là de
j'ai créé une innovation, je veux voir s'il y a un impact. Je vois que mon article est souvent cité et que ça donne des idées à d'autres chercheurs. C'est-à-dire trouver des façons de mesurer l'impact, d'analyser les données, d'éviter d'utiliser seulement des questions du type perception, avez-vous aimé, est-ce que vous sentez que vous avez plus appris? C'est de vérifier si on a appris. Cela étant dit, puis c'est à refaire, je reposerai la question. Je crois que avez-vous eu du plaisir? Est-ce que ça vous a plu? Ça compte. Parce que pour un apprentissage réussi, d'après moi, il va y avoir des habiletés, des compétences qui émergent, mais le processus compte. Puis plus on aide l'étudiant à aimer ce qu'il fait, plus on aura de l'impact.